Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième ou quatrième, je ne sais plus, webinaire du réseau TRIS consacré à l'adaptation évaluée dans différents secteurs. Je rappelle que le réseau TRIS est un réseau d'experts. Nous sommes une petite trentaine et dans des domaines excessivement différents, partageant la même éthique et prêt à aider à la transition sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, pour ce sujet adaptation, agriculture et forêt, j'ai l'immense plaisir d'accueillir trois de nos membres éminents du réseau TRIS, à savoir Jérôme Baptiste, qui est expert foncier agricole et ingénieur agronome, Sylvestre Couder, expert forestier et président de Forestry Club de France, et Anne Couder, secrétaire générale de Forestry Club de France. Et les deux sont experts forestiers. Jérôme, est-ce que vous voulez bien commencer, puis monsieur et madame Couder, et je terminerai par un petit point juridique si on a encore le temps. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation et introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, nous allons commencer par l'agriculture avant la forêt. Alors, pour ma part, très rapidement, donc Jérôme Baptiste, donc expert foncier agricole. Donc, notre métier, c'est donner de la valeur au monde rural, agricole en tout cas. Alors, c'est pas tant la valeur que l'on peut donner, valeur vénale, valeur de préjudice, valeur locative qui est importante. Ce qui est important, c'est comme on la démontre. Et donc, notre métier, c'est démontrer les valorisations de ce monde. Nous sommes effectivement très engagés au plan environnemental et c'est la raison pour laquelle nous faisons partie du réseau TRIS. Alors, qu'est-ce que l'adaptation? Aujourd'hui, nous allons parler d'adaptation. C'est l'évolution, réaction à un changement. Alors, on ne parlera pas beaucoup de l'adaptation génétique, hein, parce que je crois que c'est plusieurs centaines, un millier de générations. Et d'ailleurs, j'ai même oublié un S, sa génération, et là, pourtant, il se justifiait. Donc, on va surtout parler de l'adaptation sociétale et des comportements individuels au plan agricole. Alors, sociétal, c'est les modes d'alimentation. Voilà. L'évolution des modes d'alimentation qui vont impacter l'agriculture qui est productive. L'adaptation, bien sûr, climatique, on y est en plein. Et là, vous allez voir des graphiques qui ne laissent plus de doute. Hein. Les sceptiques maintenant ne peuvent que se ranger devant la réalité. Ce qui est un peu triste, je le dis parce que c'est ma sensibilité personnelle, c'est que l'année de ma naissance, 1974, je ne cache pas mon âge, on avait la candidature de René Dumont, également ingénieur agro, écologiste, un des premiers écologistes, qui a basé sa campagne sur le changement climatique et qui a fait moins de 2%. Et pourtant, si on s'en était occupé, 50 ans, on aurait sans doute pu éviter l'incurie actuelle. Et enfin, donc, adaptation économique que nous vivons tous, liée à la crise de l'énergie et de l'inflation. Donc vraiment, ce webinaire est pleinement d'actualité. Adaptation sociétale. Alors, c'est quoi le changement? Le changement qui provoque finalement, le changement subi qui provoque l'adaptation. Aujourd'hui, on constate un souhait de bien-être, une préoccupation environnementale des consommateurs, une préoccupation alimentaire, qui va se traduire par la recherche d'une nourriture que moi je qualifierais de ressentie comme saine, parce que toutes les démonstrations ne sont pas là pour garantir qu'elle l'est, avec un rejet de la production industrielle, plus ou moins un rejet de la nourriture carnée, et des préoccupations éthiques, qui sont, là vous l'avez vu sans doute encore aujourd'hui avec L214, des images chocs pour faire réagir en faveur du bien-être animal. Alors, comment ça se traduit? Parce qu'avant, donc le changement, ça va être ce changement, cette volonté de changement d'alimentation qui va se traduire jusqu'à la production, et d'abord par la mise en place de normes et de labels pour essayer de réglementer ou de régir, en tout cas, certains modes de production pour les mettre en avant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la haute valeur environnementale. C'est en passe de remplacer ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Ça impose des exigences en matière de biodiversité, de réduction des intrants. Alors, ce qu'on appelle intrants en agriculture, c'est tout ce qu'on va mettre, qui va entrer, tout ce qu'on va mettre sur le champ. Donc, les pesticides, mais aussi les engrais.
l'agriculture raisonnée peut-être à passer de mode en termes de mots, mais en fait, c'est vraiment cette haute valeur environnementale avec ce label qui va être plus que ce souhait de l'agriculture raisonnée qui n'est pas forcément plus labellisé que ça, qui va s'imposer aujourd'hui. Bien sûr, le bio, on en parle tous, bio et dérivé, parce qu'il y a plein de bio différents. Hein, ça peut aller jusqu'à la biodynamie avec les cycles de la phase de la Lune, donc sans zéro pesticide, jusqu'au bio actuel. On est sur une progression constante, avec encore aujourd'hui des surfaces en conversion, même si on va le voir plus tard, la crise fait que ça a pris un fort coup actuellement. Le commerce équitable, nombreux labels internationaux. La production fermière, c'est pareil, il y a beaucoup de labels. Le développement du plein air qui est plutôt lent, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes, surtout liées lorsque le plein air est très, très développé pour l'agriculture. Et bah, vous avez tous entendu parler des crises sanitaires qui les ont impactés là, de manière tellement forte qu'encore aujourd'hui, on a des difficultés d'approvisionnement. Et je voulais vraiment mettre en avant, moi, un label particulier que j'apprécie, qui est Nature et Progrès. C'est assez peu connu, et c'est un label qui vraiment réconcilie le consommateur avec l'exploitant agricole, parce que le contrôleur, c'est l'exploitant, c'est le consommateur, qui se déplace dans l'exploitation à la rencontre de l'exploitant pour vérifier que, comprendre déjà comment se fait un mode de production. On reconnecte finalement le consommateur, qui peut être un urbain, avec le monde agricole, le monde rural. Et c'est vraiment, je trouve, un très beau label qui est assez peu connu et qui mériterait fortement à se développer. Mais pourquoi il se développe peu? Parce que il nécessite un engagement de la part du consommateur, donc d'aller au bout finalement de sa réflexion, de sa volonté de manger sain, et de se dire je passe à l'acte jusqu'au bout et je me déplace jusqu'au lieu de production. Et j'aime beaucoup ce label parce que c'est vraiment une vraie mise en relation. Monsieur Baptiste, votre PowerPoint ne défile pas. On est toujours sur la première page. Zut, effectivement, il y a un problème. Voilà, c'est bon là. On va fonctionner comme ça. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, c'est parfait. D'accord, alors je reprends. Donc voilà un peu Merci beaucoup. Sociétale, climatique, économique. Et j'en étais vraiment donc à cette présentation. On avait cette mise en place de normes et de labels. Alors, l'adaptation sociétale, donc on va arriver après ces labels avec le changement, l'impact sur les modes de production. Alors, les modes de production, que ce soit d'ailleurs intégré ou pas à un label, les principaux sont ceux-ci. On peut très bien avoir un agriculteur qui décide, en dehors de tout label, de modifier ses pratiques. Pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être différentes de la demande. Hein. Ça peut être aussi des raisons financières, comme on va le voir. On voit des méthodes d'abattage à la ferme. Alors, c'est assez complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'aujourd'hui, la législation fixe des normes avec des abattages qui doivent être référencés, des abattoirs qui doivent être référencés. Et donc, c'est assez difficile. À ma connaissance, il y en a 2 en France, à titre expérimentaux, où on a un camion qui se déplace à la ferme et qui est un mini-abattoir. Voilà. Pourquoi on le fait? Bien sûr, pour le bien-être animal. Il y a beaucoup moins de stress. Ces animaux partent sans avoir fait un trajet qui peut être assez éprouvant. Les techniques de culture simplifiée, les TCS, donc qu'est-ce que c'est? C'est le respect de la biodiversité de la terre, c'est l'absence de labour. Donc on va semer directement sur le reliquat de la culture précédente, par exemple. Il y en a d'autres, mais c'est le plus connu. Donc ça évite, ça respecte plus le sol et la biodiversité qui est en dessous. On a pensé aussi que ça impactait le stockage du carbone, et en fait une étude de l'INRA a montré que pas tant que ça. Voilà, donc on a beaucoup mis en avant sur le respect du maintien du carbone dans les sols, mais bon, c'était une fausse joie. Et enfin, on parle beaucoup de la permaculture. C'est vraiment, alors, ouais, je vais peut-être choquer en disant que c'est une mode. En tout cas, pour l'instant, ça apparaît comme tel. Faut aussi le remettre en perspective. Hein. Vous connaissez tous Georges Duby, donc l'historien qui a basé justement sa thèse et sa réflexion, voire son œuvre,
sur l'analyse du Moyen-Âge et également donc, de ces modes de culture autour de l'an 1000. Et ben, on était déjà en permaculture. En permaculture même, je dirais, réfléchi jusqu'au plan énergétique, c'est d'actualité, puisqu'ils conservaient, je crois, 20% à 25% de leur surface pour de l'énergie, pour du bois en clair. Et donc ça fait réfléchir à déjà des modes d'intégration complexes et complets de production. Alors voilà. Ensuite, production locale et traçabilité. Là, c'est vraiment l'association du manger local et de la production locale, avec pour autant, même s'il y a une volonté des consommateurs de se diriger vers ce type de circuit court, peu de croissance, à part les AMAP aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirais même une récession. On a des magasins de producteurs qui ferment, voilà. Et les biocoop, alors qu'ils sont plus maintenant vraiment du circuit court ou du magasin de producteurs, hein, qui sont plus des supermarchés, bah, aujourd'hui sont en souffrance. Cette adaptation sociétale, elle peut être lente et contradictoire. Contradictoire, alors bien-être animal, je citerai que le label Chicken, qui fait la promotion encore de l'abattage à vif, qui est encore possible dans notre pays. Donc là, on est en pleine contradiction. Le bio aussi a ses contradictions. On pense tous que le bio, c'est la panacée et que c'est le respect total de la nature. Non, 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 non. Le bio autorise des pesticides qui sont dits naturels, mais qui sont en fait systémiques, parce que très peu ciblés, comme la pyréthrine, la spinosine A, qui va tuer les abeilles, hein, tous les insectes. Donc le bio autorise encore des produits néfastes. Hein. Il ne faut plus se tourner vers... d'où l'intérêt de se renseigner vraiment sur le mode de production aujourd'hui. Il n'y a pas de label qui garantisse une totale innocuité aujourd'hui. À part peut-être la biodynamie, mais qui est assez peu développée parce qu'elle est très coûteuse, en main-d'œuvre notamment. Et puis, il faut arriver quand même à la réalité, c'est qu'on veut manger sain, à pas cher, mais on accepte mal d'avoir des produits hors normes ou hors la norme qu'on se fait encore du bon qui doit être beau. Ben non, pas forcément. Justement, une culture en biodynamie, eh ben, les pommes, elles vont être abougries, elles vont avoir des impacts de tavelure. Ben oui, ben, il faut l'accepter. Ce n'est pas pour ça, ou bien au contraire, que ce fruit sera mauvais. Et aujourd'hui, on jette encore des tonnes et des tonnes de fruits et légumes dits hors normes, malgré quelques initiatives qui commencent à voir le jour. L'adaptation sociétale, elle peut être lente. Vous connaissez tous l'agribashing, il s'est un petit peu calmé actuellement, mais à un moment, il était très virulent et on ne peut pas travailler comme ça dans la confrontation parce que l'opposition en réaction est beaucoup plus virulente et ça ne favorise pas le changement. Les ventes de produits bio plafonnent. Alors pour plusieurs raisons. Parce que notamment aujourd'hui, mais ça ne date pas d'hier, mais c'est quand même amplifié aujourd'hui, avec la hausse du coût des matières premières, eh ben, on a des prix de l'agriculture conventionnelle qui ont rattrapé le bio et le bio ne progresse pas plus. Donc on constate aujourd'hui des surfaces qui quittent le bio pour revenir en conventionnel parce que sinon ils ne peuvent pas vivre. Et encore, pourquoi ils ne peuvent pas vivre? Parce que la production agricole et finalement les prix qu'on a dans les magasins ne reflètent pas le prix auquel devrait être payé le producteur. On veut le meilleur, ou pas forcément le meilleur quand on y regarde de plus près, au plus bas prix. Et donc, on est obligé de maintenir les consommateurs, de par leur production, de par leur volonté, participent au maintien de l'élevage en batterie, par exemple. Passons maintenant à l'adaptation climatique. Alors, je pense que ces petits schémas devront convaincre les plus sceptiques, notamment celui en bas à gauche, sur les écarts anormaux des températures moyennes. Donc, les sources, hein, je ne les invente pas, c'est Météo France. Voilà. On est vraiment entré dans une farce de perturbation. Le nouvel équilibre qui arrivera, je ne sais pas quand, bien malin qui peut le dire,
Est-ce que ça sera un équilibre stable ou instable? Je ne sais pas. En tout cas, on a aujourd'hui quitté l'équilibre dans lequel on était, avec cet accroissement d'événements climatiques extrêmes. Alors, les plantes, ben, elles s'adaptent. Elles s'adaptent comment? Eh ben, déjà en accélérant leur cycle. Vous avez le graphique en haut à gauche qui vous montre les dates de récolte qui sont de plus en plus précoces. À un moment, ça va quand même s'arrêter parce qu'il faut bien que pour avoir une récolte, la plante puisse faire son cycle biologique. Donc à un moment, elle ne pourra pas aller plus tôt. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On constate l'adaptation a des limites parce que les rendements plafonnent. Vous voyez, depuis 1997, la production agricole en France plafonne. Depuis là, allez, on peut dire 2020, peut-être un peu, 2019 était un peu exceptionnel, alors peut-être 2018, ça plafonne. Donc on ne va pas, la chaleur devient néfaste finalement, la sécheresse devient néfaste. À un moment, on ne peut plus faire face, la plante ne peut plus faire face. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les exploitants, ils s'adaptent. Hein, maintenant, l'homme aussi a toujours, depuis que l'agriculture existe, adapté et pratiqué une sélection des plantes et des animaux. En tout cas, pour les plantes, c'est déjà en cours. Vous avez ici une photo de l'INRA qui commence déjà à sélectionner des plants beaucoup plus résistants à la sécheresse pour le blé. Donc avec des cycles beaucoup plus courts encore et une demande hydrique moindre. Mais en attendant que ces plants ils arrivent sur le marché, ces graines arrivent sur le marché, il faut quand même faire que les exploitants puissent vivre. Alors, face aux épisodes extrêmes, elle commence enfin à s'assurer un peu plus. L'assurance coûte cher en agriculture, elle ne couvre pas tout, mais elle peut sauver les exploitations qui sont impactées. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience commence vraiment à être importante, avec une augmentation des exploitations agricoles assurées. On a aussi des modifications de culture. Regardez le sorgho. Le sorgho, c'est quand même une plante d'Afrique et qui vient en France. Voilà, on peut se poser quand même 3 questions. Eh ben, les surfaces augmentent d'année en année. Voilà, c'est une adaptation. C'est les agriculteurs, ils essayent. Si ça marche, ils vont poursuivre avec le sorgho. Il y a une époque, c'était le maïs. Et ben, voilà, c'est le sorgho. Et puis surtout, on a une très forte demande de la création de nouveaux forages et de retenues collinaires. Ça défraie d'ailleurs souvent la chronique et les journaux télévisés, avec parfois des refus, avec des manifestations assez violentes d'opposition. L'eau est devenue un enjeu majeur. Avec un projet de loi pour simplifier d'ailleurs, j'y revenais, les demandes. Donc on a aussi l'État qui commence à aider à prendre des mesures. Et ça fait la transition avec cette diapositive où effectivement l'Europe et l'État aident. Alors aide comment? Déjà, il y a une prise de conscience par l'Europe, il était un petit peu temps, parce que c'est encore récent, hein ça a moins d'1 an, où l'Europe s'est enfin dotée d'une politique des sols. Ils ont, après un constat, que 70% des sols européens étaient dégradés. Alors en France, c'est essentiellement par un taux de matière organique en limite de fertilité. Ils souhaitent les restaurer, ces sols. En France, c'est aussi les taux de nitrate qui sont importants. Et avec un horizon 2050, ce qui est déjà ambitieux, hein, faut arriver à les tenir. Et on en est vraiment aux prémices. On a la création d'une politique, un objectif, on n'a pas encore les moyens. Et comment y parvenir. Ça commence, c'est attendu, mais on ne sait pas encore. On a la réforme de la PAC qui là va maintenant entrer en vigueur après un peu de retard. Et on constate qu'il y a un accroissement de ce qu'on appelle la conditionnalité verte. Ça veut dire qu'on va verser des subventions je vais dire en remerciement, mais c'est en paiement, c'est des paiements pour services environnementaux, en contrepartie de la réalisation d'actions de la part des agriculteurs qui sont de respect de l'environnement. Ça veut dire augmentation des assolements, avec de vrais assolements cette fois-ci, respect des haies, traitement de l'eau, etc., etc. Donc il y a toute une série
de conditions qui, si elles sont respectées, permettent le versement d'indemnités complémentaires. Maintenant, une exploitation agricole ne peut plus se passer de ces conditionnalités vertes et va devoir vraiment jouer le jeu. Apparemment, il y avait quelques possibilités de passer outre, on va dire. Quelque chose qui fait beaucoup parler actuellement, c'est la réforme récolte, de l'assurance récolte voulue par l'État, avec une vraie nouveauté, de manière très volontariste, de créer une sorte d'assurance garantie par l'État automatique pour toutes les exploitations, quelles qu'elles soient, pour les préserver vraiment de ces épisodes climatiques et ne plus voir des exploitations qui sont en très grande difficulté parce que déjà à la base, elles n'avaient pas forcément les sous pour s'assurer et au passage d'une catastrophe, elles ont tout perdu. Enfin, pour garantir à la fois l'approvisionnement énergétique national et la participation à la transition écologique, cette volonté d'ouverture du photovoltaïque à l'agriculture. Au début de la filière, donc maintenant ça doit bien être il y a une quinzaine d'années, on pouvait créer des champs au milieu agricole. C'est très rapidement refermé parce qu'il y avait une directe compétition entre des revenus issus du solaire qui était juste faramineux et la culture vivrière. Maintenant, on y revient de manière encadrée et je pense plus réfléchie où un champ photovoltaïque peut s'implanter sur une terre agricole si et seulement si l'activité agricole reste principale et s'il est compatible avec cette activité agricole. Donc on n'est plus sur de la perte de surface, heureusement. Et on a aussi une accélération voulue par l'État des procédures d'autorisation. Donc ça, je vous reporte, je crois qu'il y a eu, mais Maître Lepage pourra me confirmer, un article de blog sur le site de Lepage Avocat qui était très explicite sur ce sujet. Adaptation économique, enfin. Alors, quel changement? Eh ben, c'est la crise énergétique, hein, vous la connaissez, le cours des matières premières et l'inflation. Alors, le réflexe, c'est quoi? La réduction des intrants. Alors, c'est plutôt chouette pour l'environnement, mais ce n'est pas toujours simple pour les agriculteurs. Donc, on réduit les intrants, et quand je dis intrants, c'est également le temps de travail. Hein, quand on accepte de passer au non-labour, pour autant qu'on ait l'équipement qui convient ou que la CUMA locale l'ait, c'est du temps de travail en moins, mais ce n'est pas forcément facile parce que c'est aussi prendre dans l'urgence une méthode culturelle qu'on n'a pas essayée et ça peut aussi rater. Et donc, le pendant, c'est qu'on observe un accroissement du recours au conseil agronomique, ce qui est plutôt une bonne chose également, mais toutes les exploitations ne peuvent pas se le payer. La limitation des intermédiaires, le premier réflexe, c'est je stocke à la ferme. Là encore, toutes les exploitations ne peuvent pas le faire, tout le monde n'a pas des silos. Et enfin, l'économie bleue. Alors, l'économie bleue, ce n'est pas l'économie maritime, hein. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, poussée à l'extrême, issue de théoriciens allemands. Le fer de lance, là-dessus, c'est l'association Rupture, association dans l'Ouest, qui se développe dans l'Ouest et qui a une volonté de développement national. Ça peut poser question parce qu'ils essayent d'adapter cette économie circulaire, donc gestion vraiment de tous les déchets, de zéro déchet quelque part. On pourrait la traduire comme ça. Vraiment une réflexion poussée sur tous les modes de production, sur chaque acte. Ils veulent l'appliquer donc vraiment à tous les secteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Je dirais que le tertiaire, il y a assez peu d'emplois. Le secondaire, donc l'industrie, ils ne les ont pas attendus. Hein, ça fait un moment quand même que pour eux, les déchets sont un produit. Et là où l'exemple est plus frappant, c'est quand même la production agricole, où là, il y a encore quelque chose à faire, paradoxalement. Et on peut revenir à des modes de production totalement intégrés avec plusieurs croisements de plusieurs animaux ensemble, ou un peu l'image d'Épinal qu'on peut avoir, la cour de ferme portée à bien plus grande échelle, qui sont extrêmement vertueux en termes de bien-être animal notamment et de rendement. Pour autant, la législation ne le permet pas toujours. On va vite arriver à un verrou réglementaire qui fait que aujourd'hui, l'économie bleue sur le secteur agricole devra d'abord lever ses verrous pour se développer.
Et enfin, je conclurai sur le fait que l'adaptation agricole, ce n'est pas une nouveauté. Le mot agriculture, finalement, porte en lui non seulement les germes, mais finalement la conception même de l'agriculture, c'est l'adaptation. L'adaptation à quoi? Au climat, tout simplement. Hein. De tout temps, les agriculteurs ont dû s'adapter au principal aléa qui était le temps. Voilà. Le temps, et quand on dit le temps, hein, c'est également le temps qui va provoquer plus ou moins les maladies. Hein. Un temps pluvieux peut augmenter les champignons, par exemple, etc. Un hiver doux verra des insectes, des recrudescences d'attaques d'insectes. Donc le temps au sens large va avoir un impact et le principal aléa agricole. Mais aujourd'hui, le deuxième défi, et j'en terminerai avec cela, c'est vraiment le renouvellement des générations. Rendez-vous compte que là, un quart des agriculteurs sont en train actuellement de partir à la retraite et ne sont pas assurés d'avoir une reprise. Comment fait-on? Comment fait-on pour l'agriculture, pour notre alimentation? Comment fait-on pour l'environnement, le maintien des paysages? La question reste ouverte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je passe sans plus tarder la parole à Madame et Monsieur Couder qui vont se la répartir à leur choix pour une vingtaine de minutes. Merci Jérôme, merci Maître. J'essaie juste de partager mon écran. J'espère que ça fonctionne. Voilà, je suis obligée de passer par les préférences système. Margot, je suis obligée de vous donner la main parce que sinon je suis obligée de repartir dans les préférences système de l'ordinateur. Je crois que c'était sur en continu. Du coup, pendant que de mettre en ligne la présentation, donc je suis Anne Couder, je suis ingénieure forestier, j'ai dirigé des établissements d'enseignement supérieur, école d'ingénieurs, école de commerce appliquées au management des entreprises de la filière forêt-bois, et depuis 10 ans, j'ai rejoint l'entreprise familiale Foresterie Club de France, qui est un cabinet d'experts forestiers, dont je suis secrétaire générale. Qui compte une 60aine de collaborateurs sur toute la France. Et je suis contente d'avoir réussi à motiver mon mari pour venir près de nous. Donc Sylvestre, si tu veux te présenter. Oui, donc Sylvestre Couder, je suis le mari, expert forestier du coup en titre. Je gère cette entreprise depuis une vingtaine d'années. Nous avons développé de la gestion et de l'expertise des forêts avec une vraie motivation sur la compréhension des fonctions de la forêt et qu'on veut traduire dans le cadre des expertises. Nous avons aussi développé un certain nombre de missions à l'international sur la multifonction des forêts pour comprendre aussi quels étaient les usages et comment l'expertise pouvait être appréhendée à un niveau international avec un langage commun. Que j'exerce aussi dans le cadre de la présidence des experts forestiers français que j'assume aujourd'hui et du comité spécialisé de la gestion durable des forêts au sein des ministères de l'Agriculture et ministère de l'Environnement. Le dernier point sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est une stratégie européenne dans l'expertise forestière pour avoir un langage aussi commun avec nos confrères européens, de façon à avoir une vision et une analyse commune de toutes ces fonctions de la forêt que nous vivons aujourd'hui à plein avec l'évolution climatique, avec les attentes sociétales fortes et les passions aussi sociétales aujourd'hui sur les milieux et la forêt, que nos politiques prennent aussi à bras le corps avec la compréhension des fonctions de l'arbre et que nous appliquons aujourd'hui au quotidien sur le terrain. Ok, donc vaste sujet et vraiment d'actualité dans ce cycle sur l'adaptation des forêts et de l'adaptation. Donc on parle de longueur des cycles en termes d'agriculture. Que dire à ce moment-là de longueur des cycles en termes forestiers? On est forcément sur des temps longs. Et on distingue 3 grands types d'adaptation: l'adaptation des essences, l'adaptation des écosystèmes et l'adaptation des professionnels. S'y ajoute évidemment l'adaptation des consommateurs, avec là aussi des contradictions. On veut plus de bois, mais on ne veut pas les couper.
Donc voilà, des éléments sociétaux qui sont eux aussi à prendre en compte. Marco, je sais pas, je vois pas l'écran, du coup je sais pas si vous avez pu retrouver les slides. Il est fait normalement. Est-ce qu'on voit ou pas? Non, c'est pas bon. On est sur l'agricole là. On le voit, mais il faut changer le slide. C'est ça. Voilà. Il faut que vous descendiez. Alors ça, c'est encore les slides de Jérôme. Donc il faut que vous descendiez jusqu'au 17, je pense. D'accord. Je déclencherai à chaque fois. Hop, ici? Super. Oui. Et normalement, j'arrive à peu près à les suivre. Donc normalement, en m'écoutant, vous arrivez à les changer aussi. Donc pour ce qui est de l'adaptation des essences, ça ne diffère pas, hein, que le végétal soit ligneux ou non ligneux. On parle de centaines à milliers de générations. Pour ce qui est de l'adaptation des écosystèmes forestiers, ils sont faits pour s'adapter et leur complexité en est une bonne garantie. C'est des écosystèmes complexes dont les paramètres entrant en compte dans leur adaptation sont nombreux. Les écosystèmes sont constitués du biotope et de la biocénose, donc c'est l'ensemble des éléments abiotiques nécessaires, indispensables à la vie, la lumière, relevant les températures, l'humidité, enfin tout ce qui est facteur physique. Et la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants du milieu. Évidemment, tous les deux interagissent, hein, que ce soit au niveau du cycle du carbone, de l'eau, de la production d'humus et évidemment de toutes les chaînes alimentaires. Et l'écosystème, c'est l'ensemble de ces deux milieux. C'est un ensemble physiquement limité, même si pour les forêts, on est sur des écosystèmes assez atypiques par leur taille, hein, c'est les plus grands après les océans, et donc ils sont particulièrement remarquables. Ce sont des écosystèmes qui sont structurés de manière verticale, hein, il y a des strates de végétaux jusque dans le sol, mais aussi horizontales par rapport à la concurrence pour la lumière ou la concurrence en eau, et ce sont les arbres qui rythment la dynamique des écosystèmes forestiers. Leur récolte ou leur mortalité permet d'ouvrir la lumière et du coup de permettre la régénération des essences. Les organismes, je l'ai dit, interagissent aussi entre eux et l'homme, de tout temps, a alterné ou multiplié les usages de la forêt, que ce soit une forêt nourricière, du bois énergie, du bois d'œuvre pour la construction, du carbone, aujourd'hui valorisé et pas encore forcément valorisé en termes économiques, même si les tendances sont fortes, la biodiversité, l'eau, le paysage, tout ça, ce sont des valeurs importantes de la forêt et qui ont une importance aussi sur le plan sociétal et de l'impact qu'elle peut avoir. Donc, ça serait une erreur de s'arrêter à l'un ou l'autre de ces usages. Pour ce qui est de l'adaptation des professionnels, je reprends rapidement l'histoire des forêts. En dehors des forêts primaires, elles sont toutes façonnées par les besoins humains auxquels elles répondent, donc des besoins locaux, il existe des droits d'usage, des campagnes, enfin des choix géopolitiques aussi, hein, les campagnes de reboisement qui ont pu être financées par l'État, une fiscalité attractive en cas de succession, c'est les campagnes FFN, importantes parce que la forêt est à l'origine de la matière première d'une filière économique importante qui est la filière forêt-bois qui compte autour de 420 000 emplois et donc c'est une filière qui aujourd'hui a plus d'emplois que la filière automobile. C'est sans doute moins vu parce que beaucoup plus atomisé, mais c'est une filière qui peut avoir un approvisionnement français, local, voilà, donc une filière économique importante. Et donc les choix géopolitiques, alors là je parlais juste d'économie, mais ça peut être aussi en termes d'aménagement du territoire. Les forêts sont aussi façonnées par les choix stratégiques du propriétaire ou du gestionnaire, qui peuvent avoir des volontés stratégiques différentes. Je récolte du bois pour générer mes propres revenus.
pour transmettre un patrimoine à mes enfants ou mes arrière-petits-enfants. Je fais des choix de gestion en fonction des aléas climatiques, ça peut être tempête, incendie, etc. Et aussi en fonction des aléas du marché. L'exemple souvent cité, c'est les futaies de chêne plantées à l'initiative de Colbert pour alimenter les bois de marine qui sont aujourd'hui valorisés pour, c'est des bois de grande qualité pour de la tonnellerie et de la charpente. Donc les temps d'adaptation étant longs, les impacts des choix que peuvent faire les propriétaires ou les politiques peuvent se répercuter des centaines d'années en suivant. Les besoins interviennent aussi dans un environnement changeant. Les enjeux de société peuvent engendrer des nouveaux marchés comme le carbone et la biodiversité que j'ai cité tout à l'heure. Il peut y avoir aussi une diversification des produits qui ajoute une pression sur la ressource forestière. Je pense au bois énergie qui peut venir en concurrence des bois d'industrie qui servent pour des panneaux ou des pâtes à papier. Donc avec une pression supplémentaire sur la ressource et une concurrence entre les acteurs sur leurs approvisionnements. Les changements climatiques, évidemment, impliquant sécheresse, incendie, inondations, tempêtes. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Les risques phytosanitaires, les attaques de scolytes en particulier, qui sont de plus en plus, qui sont des ravageurs et de plus en plus occurrentes. J'ai ajouté l'ouverture au public avec des alliages juridiques en termes de sécurité. Les forêts sont considérées comme, ce sont des espaces semi-sauvages et qui sont de plus en plus visités par le grand public, y compris en dehors des forêts publiques qui ont cette vocation d'accueil du public. Donc c'est aussi le cas en forêt privée et voilà, en termes d'assurance, là aussi il y a des éléments nouveaux à prendre en compte. Deux façons de travailler l'adaptation, la syndémique et la prospective. Donc la syndémique, c'est l'étude des dangers, qu'ils soient naturels, technologiques ou industriels. Elle prend en compte la complexité de tous les problèmes, elle appréhende des risques, leurs occurrences, leurs impacts et leurs conséquences. La prospective, elle travaille beaucoup plus sur l'intelligence collective pour définir les prévisions de situation. C'est pareil, on est sur une étude des causes, mais les acteurs autour de la table sont sans doute plus diversifiés, que ce soit des éléments techniques, scientifiques, économiques ou sociaux, qui accélèrent l'évolution du monde, tout simplement, sont là pris en compte. Et ça correspond à une démarche qui est à la fois exploratoire et stratégique. Et c'est important que ces deux éléments soient l'un à côté de l'autre. Si on n'était que sur des choix stratégiques, on serait sur du placement de produits ou de méthodes ou d'outils et pas seulement sur des changements qui convient d'explorer puisque comportant un maximum de spécialités. Les principaux risques du changement climatique sont liés au changement de température, évidemment, avec un impact sur les stations forestières et donc les aires bioclimatiques des espèces. Donc la sécheresse en premier lieu, impliquant des incendies, eux-mêmes impliquant la sécheresse. L'évolution de la répartition spatiale des espèces sur le slide suivant, j'ai un schéma juste illustré par l'évolution, voilà, vue de la répartition du hêtre qui, à l'horizon de 2050, disparaîtrait des zones de plaine. Donc les zones vertes étant les zones où il est bien en station, et dans 50 ans, on voit qu'il disparaît sur les principales zones de plaine françaises. Donc évolution des espèces, concurrence aussi entre les espèces, quand on arrive à un même besoin ou une même station ou une aire bioclimatique ou
géobioclimatique. L'allongement de la saison de végétation a aussi des répercussions puisqu'il y a des débourrements précoces des bourgeons qui peut impliquer du gel et il y a aussi une maturité différente des fleurs et des fruits qui les expose à des parasites qui n'arrivaient pas avant à ces mêmes périodes. Donc là aussi, voilà un risque lié à la température. La substitution des essences fait qu'il peut y avoir un impact sur la croissance des bois, puisque chaque essence a ses capacités de croissance. Et si on parle d'essence méditerranéenne, la croissance en mètres cubes par hectare et par an est bien moindre que des essences qui étaient dans le plutôt central et en France. Disponibilité en eau aussi, hein, on l'a vu au niveau des écosystèmes, c'est un des éléments majeurs, l'eau et la lumière. La sécheresse implique une diminution de cette disponibilité, donc une concurrence entre les éléments de l'écosystème, évidemment aussi des périssements. À noter, puisque je reparlerai du carbone un petit peu plus loin, hein, mais les incendies et les attaques de ravageurs. Madame Couder, il est moins 20 passé. C'est vrai. Même si je fais l'impasse sur mon topo à moi, ou je le fais en 3 minutes, il faut quand même qu'on ait le temps pour les questions. Bien sûr. Oui. Donc, ne pas oublier que ces incidences relarguent aussi du carbone qui est stocké dans l'atmosphère. Les autres éléments, l'érosion étant important. Par rapport à ça, les forestiers adaptent évidemment leurs pratiques pour favoriser la régénération et la pérennité des forêts. Donc, favoriser la biodiversité, qui est un facteur de résilience, la santé des arbres, leur croissance, tout ça pour régénérer. Les pratiques sylvicoles évoluent. On va de plus en plus vers des sylvicultures mélangées à couvert continu pour maintenir l'ombre et l'humidité au niveau des sols et favoriser tous ces éléments. Je ne reprends pas la suite pour pouvoir accélérer et puis laisser le temps aussi aux questions. Je veux rester sur des notes positives. Margot, ça doit être mon dernier slide. Dire que les forêts sont soumises au changement climatique, mais elles sont aussi évidemment un facteur de son atténuation par le stockage de carbone dans les écosystèmes, dans les produits bois aussi, produits bois qui se substituent à d'autres matériaux beaucoup plus consommateurs en carbone, en eau ou en énergie pour leur fabrication. Autre note positive, les services écosystémiques de la forêt ne sont pas encore tous devenus marchands et on est persuadé que leur valorisation, de la biodiversité, de l'épuration des eaux, quand elle deviendra marchande, permettra une valorisation de cette forêt. L'autre élément que j'y vois au niveau vertueux, c'est la professionnalisation des acteurs forestiers. Sylvain, tu veux peut-être rajouter un mot de conclusion avant que… Oui, en conclusion rapide, en fait, sachez qu'on vit au niveau forestier, au niveau français ou international, une vraie révolution. Alors, c'est une révolution d'analyse, une révolution aussi par les outils de suivi qu'on a sur la forêt. Les précisions aujourd'hui qu'on a par les outils satellites au quotidien, LIDAR et autres, nous permettent de suivre au quotidien tout ce qui se passe dans les forêts, et de mieux en mieux. On a aussi une révolution de l'intérêt sur les forêts, que ce soit le politique, que ce soit le financier. Aujourd'hui, on voit des fonds d'investissement qui s'intéressent à la forêt, à la biodiversité, à des échelles qu'on n'avait jamais vues. On parle de milliards d'euros. Et ça, c'est au quotidien avec des nouveaux acteurs qui apparaissent tous les jours. Donc, c'est cet intérêt aujourd'hui sociétal fort, l'usage du bois, que ce soit dans l'énergie, dans la construction de bois, dans la chimie verte, dans le remplacement d'autres produits, permet au bois d'être un des fondements en fait, de la transition écologique et de cette adaptation aujourd'hui que nous allons vivre. Par contre, tout est violent. Donc, vous l'avez vu, les incendies cet été, vous l'avez vu dans les effets climatiques. Donc, tout ça est extrêmement violent. Donc, nous nécessite aussi de revoir tous les modèles de formation, tous les modèles de gestion même de nos actifs forestiers.
et avec une compréhension pas toujours facile de la société, qui d'un côté veut des produits recyclables, renouvelables, écologiques, mais qui ne comprend pas quand on fait de la gestion forestière ou quand on coupe des arbres. Donc tout ça est un mécanisme assez complexe à gérer pour nous qui ne sommes que des techniques. Et il est important aussi d'allier à ça tout le côté juridique sur le modèle de propriété forestière, sur l'évolution, sur l'engagement des propriétaires forestiers au quotidien ou des gestionnaires pour pérenniser tous ces modèles. Donc on vit une révolution passionnante, extraordinaire, avec un engagement sociétal fort, avec des générations qui comprennent la nature et qui ont envie de s'impliquer. Mais tout ça est extrêmement violent dans la rapidité d'exécution et dans ce que nous vivons au quotidien dans la partie gestion. On participe ensemble, et je reviens avec Jérôme Baptiste aujourd'hui sur des évaluations et sur des méthodes d'évaluation dynamiques de ces mécanismes naturels, parce que le langage commun économique permettra d'expliquer les choses aux gens. Je reviens toujours sur la passion que j'ai, moi, de l'expertise. Si on met des valeurs sur les choses, on sait les comprendre et on sait les expliquer à ceux qui ne sont pas spécialistes. Si on met une valeur sur la forêt, si on met une valeur sur les fonctions des forêts, les multifonctions des forêts, ou de l'agriculture, on explique les choses aux gens. Et mettre des valeurs, c'est aussi faire respecter les choses. Si la forêt amazonienne avait été estimée sur ses justes valeurs économiques, on ne ferait pas du soja à la place au quotidien, parce qu'on saurait respecter la forêt amazonienne par toutes ses fonctions. Donc voilà un petit peu les éléments de passion que nous avons aujourd'hui et d'action sur le territoire au quotidien. Et Maître, je vous laisse terminer pour que vous ayez un petit peu de temps. Merci. Il est 46, donc je veux quand même qu'on ait le temps des questions. Je voulais d'abord vous remercier parce que je pense que c'était vraiment très intéressant. Rajouter juste 2-3 éléments qui vont tout à fait dans le sens, Monsieur Coudert, de ce que vous venez de dire en ce qui concerne la forêt. De rappeler que la forêt était incluse dans la taxinomie européenne, dans les activités d'adaptation, comme dans les activités du reste de lutte contre le dérèglement climatique. On le trouve dans le règlement délégué du 4 juin 2021 aux 2 annexes, annexe adaptation et annexe réduction, avec des précisions sur la manière dont la foresterie doit effectivement être menée pour pouvoir entrer dans la taxinomie verte, ce qui signifie bénéficier des investissements considérables qui sont mis en place à ce niveau-là. C'est le premier point. Deuxièmement, toujours au niveau communautaire sur l'agriculture, rappeler effectivement, Jérôme Baptiste l'a dit, la nouvelle PAC, rappeler le rôle de la conditionnalité verte qui est encore très faible quand même dans les textes existants, mais qui devrait augmenter considérablement dans les mois qui viennent. Et je rappelle que la France vient de se faire épingler sur sa mise en œuvre de la PAC, considérant qu'elle était notoirement insuffisante, notamment avec une critique des HVE qui ont eu tendance à se faire passer pour du bio qu'ils ne sont pas. Voilà, donc je vais très très vite, mais c'est des points qui sont non négligeables. Alors ensuite, au niveau national, rappeler pour l'agriculture le PSN, c'est-à-dire le plan stratégique national, qui est un acte réglementaire issu de la réglementation communautaire et pour lequel la France a eu une vision assez modeste quant au débat législatif, puisqu'en réalité, il n'y a pas besoin de loi d'application du PSN, simplement l'article 65 de la loi climat résilience a prévu qu'il y aurait un rapport fait au Parlement a posteriori. Alors, l'alignement du PSN sur le pacte vert européen n'est pas acquis. Et du reste, lorsqu'on regarde la taxinomie, on voit que l'agriculture est réservée. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'alignement de l'agriculture sur la taxinomie verte, au moins jusqu'en 2025. À partir de 2025, les choses pourraient changer parce qu'il pourrait y avoir une conformité obligatoire du PSN au pacte vert européen et à ce moment-là, effectivement, ça changerait singulièrement les donnes, en particulier sur le critère ne pas nuire à d'autres activités, qui est un critère extrêmement important. Voilà, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais vous pourrez vous reporter le petit document que j'ai préparé et qui est bien entendu téléchargeable. Voilà, j'ai fait très vite pour que nous ayons quand même un tout petit peu de temps de questions. Est-ce que nous avons des questions, Margot? Alors, première question. Quel est votre avis sur cette réforme de la PAC? L'avis de Jérôme, vous voulez commencer?
La réforme de la PAC, alors, elle va changer la nature déjà des subventions. On va quitter le régime des bébés avec un autre régime, donc toujours une partie qui va être liée à la surface. Quand même une baisse de ces parties liées à la surface, avec une augmentation, donc c'est ce que je disais, des conditionnalités. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Ce que je pense quand même, tout à fait en conformité avec Maître Lepage, c'est vraiment cette augmentation des obligations liées au paysage et à l'environnement. Auparavant, on a toujours eu une conditionnalité verte, mais qui était qu'on pouvait un peu contourner, voilà, qui n'était pas très importante. Là, maintenant, on rentre vraiment sur des assolements qui vont être beaucoup plus riches, obligatoires, avec une augmentation des conditions de la gestion de l'eau, avec des maintiens de haies, des renforcements et des maintiens de haies, alors que aujourd'hui, je prends par exemple le 79, les Deux-Sèvres, il y a autant de haies plantées que de haies arrachées encore aujourd'hui. Donc là, ça va plus être possible maintenant avec la nouvelle PAC. Voilà, après, il faudrait prendre chaque mesure, et notamment les conditionnalités une par une. Ça peut faire l'objet d'un webinaire d'ailleurs, et pour essayer de bien comprendre, mais je suis déjà, moi, en sentiment beaucoup plus positif et comment dire, et emballé par cette nouvelle PAC que l'ancienne, ça c'est certain. Elle est mieux, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit suffisante au regard des enjeux. Non, elle n'est Et pas suffisante. puis, il y a un sujet qui a été abordé par l'un de vous deux qui est quand même très important, qui est celui du stockage de carbone. Aujourd'hui, l'agriculture, globalement, c'est 18% d'émissions de gaz à effet de serre ou 20% du global des émissions de gaz à effet de serre, du fait du protoxyde d'azote, du méthane, enfin, de tout ce qui est lié à l'agriculture. Donc, il y a un effort considérable qui va devoir être fait par le monde agricole pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça se fait avec les intrants, mais ça peut se faire aussi avec d'autres modes agriculturaux. Et il y a tout le problème du stockage de carbone dans le sol. L'un de vous deux en a parlé, avec derrière, évidemment, la montée en puissance des crédits carbone, qui pourrait être, s'ils sont utilisés intelligemment, une manière d'aider à la transition agricole en finançant le monde agricole. Vous voulez intervenir? Non? Oui, vous avez raison sur le carbone, et sachez que carbone et biodiversité vont aider aussi à la transition de méthode des gestions des forêts. Et c'est vrai que si on est épaulé par ces appuis, et Dieu sait que le carbone dans le sol, ça pèse aussi en forêt très fort, aussi bien que dans le matériau bois, mais c'est vrai que ça peut aider à cette transition de gestion, à cette conservation même d'espaces naturels dans pour certains espaces forestiers qu'on considère comme des espaces forts et rares. Donc cette multifonction des forêts aussi va nous aider. Et si elle est prise en compte par une récompense économique, ça peut beaucoup aider la transition. Je pense. Est-ce que nous avons d'autres questions, Margot? Oui, une question pour vos invités relative aux forêts de pins plantées sur les 200 km du linéaire littoral de Gironde afin de fixer le cordon dunaire et dont une partie de cette forêt de maintien a brûlé l'été dernier. Quel regard vos invités portent-ils sur ces forêts? Leur paraît-il opportun, au moment où le niveau de la mer s'élève, de maintenir la fixation des dunes par ce procédé forestier? Et si oui, quelle essence faudrait-il favoriser? Alors, c'est pour voilà, c'est le sujet d'actualité, s'il en est un. Hein. Alors, deux choses. Hein. Rappelons l'histoire de ces forêts d'Aquitaine. Hein. Elles sont créées fin 19e pour travailler d'abord pour pomper l'humidité dans des zones qui sont au départ des zones de marécage. Et c'est pour ça que le pin a été choisi, parce qu'on est sur des milieux sableux à faible potentiel sur lesquels on a peu de possibilités de diversification d'essence qui se maintiennent au long terme sur le cordon dunaire. Il y a deux fonctions à ces forêts-là aussi. C'est une fonction de protection du sable et de l'évolution du sable, notamment des dunes. Et là, le cordon forestier en proximité dunaire permet de stabiliser le sable. L'Office national des forêts a travaillé longuement sur ces adaptations-là, en essayant de trouver même d'autres systèmes de maintien de végétalisation au bord des dunes,
avec le maintien ne serait-ce que des branches mortes sur le cordon dunaire pour essayer de faire apparaître d'autres essences végétales type Olia ou d'autres, voilà, qui peuvent maintenir le cordon dunaire ou le protéger ou le limiter dans ce cadre-là. Après, il y a un deuxième sujet qui est posé par la question, c'est la remontée des eaux quasiment. Hein. Mais aujourd'hui, on est vraiment là aujourd'hui plutôt sur une logique à l'époque d'assainissement de ces milieux humides pour essayer de les rendre plus propres à des usages dont le bois et la forêt faisaient partie. Le renouvellement de la forêt d'Aquitaine en particulier était une vraie question, puisque vous l'avez vécu cet été, malheureusement, par cette risque incendie qu'on a vu en plein dans le milieu aquitain. On voit des essences type chêne vert ou d'autres apparaître dans ce cordon dunaire et dans cette approche possible des diversités des essences forestières. On y pense aussi sur les renouvellements, évidemment, donc tous les travaux sont déjà lancés dans ces thématiques-là pour essayer d'avoir des zones les plus diversifiées possibles pour le renouvellement de ces cordons dunaires, mais aussi des forêts qui ont été sinistrées. Une dernière question? Peut-il être envisagé un modèle économique dans lequel d'autres critères comme l'alimentation, le tourisme pourraient être mis en place pour avoir une valeur ajoutée à la conservation des forêts et intéressant économiquement? Alors, il y a deux points intéressants, et c'est une belle question pour terminer. La première, sachez que j'étais à la Commission européenne la semaine dernière, en fait, et est en place une réflexion sur les services écosystémiques. Hein. Jérôme, tu l'as su aussi. On va avoir une synthèse des services écosystémiques liés à la forêt en Europe qui va sortir fin décembre. Donc, on pourra éventuellement l'échanger avec vous aussi. Ce sera intéressant de voir comment sont perçus les services écosystémiques forestiers au niveau européen. Et la DG 4 ou 6, de mémoire DG 4, je crois, est en train de faire une synthèse qu'elle va présenter et qu'on pourra aussi nous présenter en France au mois de mai prochain dans le cadre d'un congrès que nous organisons avec les experts fonciers agricoles et forestiers par le CNEFAF et les syndicats que nous présentons avec Jérôme et qui fera cette synthèse des services écosystémiques agricoles et forestiers. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est évidemment les autres fonctions que peut avoir la forêt, non pas en termes de consommation, mais aussi en termes d'usage. Et là, il y a une vraie thématique qui s'ouvre à nous. Hein. C'est d'abord qu'on rentre dans un système où la population devient urbaine à plus de 80%, et donc le retour vers la forêt, et Anne en parlait aussi tout à l'heure en termes d'usage de la forêt sur des milieux privés, puisqu'on a 3/4 de forêts privées en France, on passe 70% environ de forêts privées, 40% de forêts publiques, réparties différemment sur les territoires. Et du coup, se pose la question aussi de si j'accueille une forêt, comment ça se passe et comment je suis, et est-ce que je suis bien assuré pour le faire, si dans l'ouverture de ces espaces privés au public et au risque aussi. Voilà, donc toutes ces questions-là sont d'actualité. On ne va pas répondre maintenant, mais c'est un sujet d'actualité sur lesquels nous travaillons, nous, en tant que professionnels forestiers, et sur lesquels, en plus, les usages se développent parce que des éléments tout bêtes comme le vélo électrique, le GPS, font qu'on voit aujourd'hui des entrants en forêt qu'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant, qui arrivent et qui vont beaucoup plus loin et qui peuvent même perturber parfois les milieux. Voilà, et l'aspect touristique de la question est intéressant aussi, puisque ça permet éventuellement un accompagnement de ces touristes et donc une pédagogie autour de la forêt, de ces milieux, de ces équilibres, etc., qui ne peut être que vertueuse. Donc voilà, l'intérêt pour la forêt, c'est un vrai levier, en tout cas pour la compréhension des forestiers et du coup des cycles forestiers. Voilà. Et juste pour terminer sur cette thématique-là, nous on croit beaucoup à l'éducation sur la forêt qui peut être un des modèles extraordinaires de compréhension de ces espaces et de respect, et les pays nordiques sont beaucoup plus en avance que nous sur la thématique de formation à la forêt dans le jeune âge et qui créent des cultures forestières. C'est le Kindergarten en Allemagne, qui sont des crèches forestières en forêt, avec des enfants qui sont un jour par semaine en forêt avec des roulottes d'accueil pour les instituteurs et les enseignants. C'est la Finlande ou la Suède qui travaille aussi sur la formation des enfants à la forêt et aux matériaux bois dès le plus jeune âge. Voilà, donc ces cultures-là sont très fortes, très efficaces et méritent d'être diffusées au niveau européen. Merci beaucoup, mais écoutez, j'espère que nos auditeurs ont été aussi passionnés que je l'ai pour ma part été en vous écoutant. Je crois que vraiment on défriche de nouveaux domaines avec ce sujet de l'adaptation, et donc notre prochain webinaire, Margot, dans 15 jours,
sera sur la biodiversité, c'est ça? Le 10 novembre sur la biodiversité. Voilà. Très bien, ben merci beaucoup et bonne fin de journée. Bien entendu, les documents sont téléchargeables sur notre site et vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du cabinet Hugues Lepage toutes nos vidéos. Un grand merci. 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 Au revoir à tous.